un problème de causalité, justement. Et puis, le, le point où le problème dur, oui, le problème dur s'accroche à ce problème de causalité, c'est quand on se pose la question quel est le statut causal du ressenti, du fait que quand je regarde Marie, c'est pas juste du traitement optique qui se fait, n'est-ce pas? Si j'étais comme un robot normal, peut-être pas aussi, mais un robot normal, si j'avais des capteurs qui, lorsque les photons euh, euh, sortaient de Marie et puis cognaient à la surface de mes photodétecteurs, il y avait quelque chose qui était enregistré, puis ensuite il peut y avoir tout de suite, et là, à la fin je peux dire, ah, ça c'est Marie, d'accord? Et tout ça, d'apprendre comment dire ça, etc., il n'y a pas de problème là-dedans. Le problème rentre quand ça ressemble à quelque chose de voir Marie. Je vous rappelle que le ressenti est le ressenti dans n'importe quelle modalité. On a la tendance de concevoir ça comme une émotion ou la douleur, mais c'est le ressenti quand je vois, au lieu de traiter optiquement quand je vois, puis quand j'entends, au lieu de traiter acoustiquement, et quand je suis en train de toucher quelque chose. Donc, ça, c'est le ressenti. Et puis, la raison pour laquelle le ressenti est difficile à expliquer, contrairement à l'action, il y a deux raisons pour lesquelles c'est difficile. Une des raisons, et la raison principale, c'est que tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut observer, a déjà été expliqué avec la solution au problème facile. Donc, il n'y a pas une question à lever, à l'exception du ressenti, je vais revenir. Mais à part de ça, il n'y a pas une question causale que tu posais dans l'univers lorsque le problème facile est résolu. Toutes ces questions, on a déjà répondu. Il n'y a pas d'incertitude pour la causalité en ce qui concerne les actions. Donc, quand on dit, alors, bien d'accord, mais on a commencé le cours avec Descartes, et avec Descartes, on a noté qu'il y a plus que ça. Je ne suis pas tout simplement un être qui agit, je ressens. C'est quoi ça? Quel est le rôle dans cette économie causale? Quel est le rôle causal du ressenti? Et c'est pour ça qu'on tombe tout de suite sur le libre arbitre. Parce que si on réfléchit un petit peu, si le ressenti n'était qu'une sorte de décoration, ça serait toujours un problème, mais ce serait un autre problème. Si c'était juste que c'est pas que j'ai l'impression que je cause les choses, mais tout simplement que lorsque les choses se déroulent, ça ressemble à quelque chose. Donc j'ai une sorte de... il y a une décoration, c'est comme une garniture. Ça resterait un problème, mais là ça serait un petit peu plus semblable à ce que les philosophes appellent un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose qui est là, mais qui n'a aucun rôle causal. Donc c'est quand même, c'est gênant, et puis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui reste à expliquer, mais c'est plus que ça. Parce que l'impression qu'on a, c'est que non seulement que j'ai le ressenti, mais ça compte pour quelque chose. Et c'est pas pour rien, quand on parle de la douleur, quand on demande à quelqu'un d'innocent et naïf, à quoi ça sert que quand on endommage la peau et puis ça fait mal, pourquoi est-ce que ça fait mal? Et il dit, si ça faisait pas mal, je ne tiendrais pas compte. C'est évidemment évident, mais je répète, puisqu'on a déjà expliqué tout ce qui est action, j'ai déjà expliqué que lorsque ta peau est endommagée, il y a tout un circuit qui est en jeu, qui enlève ta main du feu et puis te fait apprendre de ne plus mettre ta main dans le feu. Tout ça, c'est expliqué avec le problème facile. La seule chose qui n'est pas expliquée, c'est que ça ressemble à quelque chose de toucher une surface chaude. Et en plus, la vérité est que j'enlève la main avant que je ressente la chaleur. Donc, la causalité est vraiment gênante dans cette histoire. Et la tendance qu'on a, c'est de répondre comme est-ce que c'est toi? Non, c'est qui a parlé du choix? Il est parti, monsieur?
D'accord. Mais il a le. Ouais, c'est en arrière de moi. C'est ça. Donc, celui qui invoque la question du choix, implicitement parle du libre arbitre. Il dit, je fais le choix, c'est moi qui fais le choix. Et si le frère cadet insiste et dit, mais qu'est-ce que c'est que de dire que c'est toi qui fais le choix? C'est quoi je sais que lorsque tu prends, je sais pas, tu joues au billard et tu donnes un coup euh, de, de- du bâton à un billard, alors ça va toucher l'autre. Donc là, la causalité, je comprends. C'est le premier coup qui a été transmis, etc. Transmission d'énergie, tout ça, c'est la causalité. Je comprends la causalité. Mais c'est quoi la causalité derrière ton libre arbitre? Qu'est-ce qui est. On a déjà expliqué pourquoi tu te remues ton doigt. Qu'est-ce qu'il y a en plus au moment où c'est toi qui décides volontairement de remuer ton doigt? Et ensuite, on tombe tout de suite sur la manip de Libet. Qui veut l'expliquer? Qui le sait? Libet. L-I-B-E-T. C'est personne? Eh bien, je, là, c'est Étienne le dit. Je ne dis il ne le dit pas. Je ne dis pas que cette manip n'est pas sans ses défauts. Il y a des défauts dans ce que je vais vous décrire. Mais ça montre à quel point c'est compliqué cette question de la causalité en ce qui concerne le ressenti. Il a fait une manip, il montre au sujet une horloge où est-ce que la main fait un tour dans 60 secondes, normalement. Et là, et il leur donne un bouton. Et leur tâche, c'est d'appuyer sur le bouton lorsqu'ils décident. C'est tout à fait facultatif. C'est eux qui choisissent le moment d'appuyer. Et puis, la seule chose qu'ils demandent, c'est qu'à un moment donné, regarde l'horloge, fixe l'horloge, regarde bien. Et puis, le moment où tu notes que enfin, au moment où ton libre arbitre lance le mouvement. Moi, je saurai quand tu fais le mouvement parce que ça sera enregistré. C'est pas un problème de constater le moment où le bouton est touché. Mais lorsque toi, dans ton idée, tu décides d'appuyer sur le bouton, note où est l'horloge à ce moment-là et donne-moi le moment. Donc, on a le moment où le mouvement a été fait. On a le moment où le sujet dit que c'est à ce moment-là que j'ai voulu le mouvement. Et en plus, on a une autre mesure, ce qui s'appelle en allemand le Bereitschaftspotenzial, le potentiel de préparation, ce qui est un départ de léger enfin, c'est plus que léger, c'est le potentiel évoqué en moyenne. En tout cas, mettons qu'il y a une courbe qui part de zéro avant un mouvement. Quand il y a un mouvement qui se fait ici, cette courbe départ du zéro avant le mouvement. Ça ne nous étonne pas qu'il soit une préparation cérébrale pour faire un mouvement. Ce n'est pas choquant que le cerveau fait ça avant que mon doigt le fasse, parce que c'est le cerveau, n'est-ce pas? Mais la grande question est ce troisième événement. On sait quand le bouton a été déprimé, on sait quand le potentiel de préparation a été déclenché, et puis ça ne nous étonne pas que ça se déclenche avant que le mouvement se fasse, où se place le moment où le sujet dit que c'est à ce moment-là que j'ai voulu le mouvement. Et alors, c'est où? J'imagine que c'est avant d'avoir pesé, puis après le déclenchement. Je dis qu'il y a des défauts dans cette expérience-là qui a été extrêmement influentielle. Mais c'est tout à fait compatible avec le problème dur. C'est-à-dire que, oui, il y a la solution facile, c'est que prétend ignorer ce que dit la personne à propos de son ressenti. Tu sauras avec la hétérophénoménologie, lorsque la courbe se déclenche, tu sais qu'il va appuyer quelques millisecondes après. Donc, déjà, là, tu as expliqué, c'est le déclenchement du. Et puis, lorsque tu auras tout le circuit moteur, tu auras expliqué comment est-ce qu'il a fait ce mouvement et qu'est-ce qu'il a déclenché. Prétend néglige ce qu'il dit.
Parce que ce qu'il dit n'est pas compatible avec des données même. Maintenant, je vous dis que le problème dur serait tout aussi dur si le moment du déclenchement du potentiel était simultané avec le moment de vouloir le mouvement. Ça n'aura rien changé. On aurait dit, mais pourquoi est-ce qu'il fallait deux événements là? Il suffit d'avoir le déclenchement du moteur et puis ensuite à l'action et puis tout ça, c'est problème facile. À quoi ça sert cette eau? Et puis si c'était encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le sujet rapporte d'avoir voulu le mouvement avant le déclenchement du potentiel. Est-ce que vous préférez ça comme solution? Mais ensuite, il faut demander qu'est-ce qui s'est passé là dans le cerveau? Parce qu'avec une bonne hétérophénoménologie, on va pouvoir identifier le moment où est-ce que le cerveau a fait la décision, n'est-ce pas? De déclencher le mouvement, le potentiel moteur. Donc, même si le mouvement ressenti était avant tout, il y a toujours une question de causalité. Il y a toujours une redondance. On aura le processus cérébral et on dit, ben pourquoi juste? Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas juste le processus cérébral? Cet événement tout à fait innocent et tout à fait problème facile. J'ai pas parlé assez, maintenant j'ai besoin de réaction. On est au cœur de la difficulté du problème dur, ce qui est un problème de causalité. Action de décision, ça s'enregistre pas par un G, la décision de vouloir. On sait qu'on peut voir qu'il va y avoir un mouvement, déclenchement du mouvement. La décision, est-ce que ça s'observe, ça, la décision de choisir? Je n'ai aucun doute que si on fait assez d'hétérophénologie, ce qui est juste de faire des corrélations entre ce que tu fais, ce que tu dis, enfin, comme Dennett a dit dans son papier, tu vas rapporter à quel moment tu as vu l'éléphant rouge, etc. Et on va trouver l'air qui est actif quand tu vois un éléphant rouge dans ton idée. Donc tous les corrélats seront là. Il n'y aura pas un événement où est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel qui arrive et ensuite il y a quelque chose. Ça serait vraiment spooky là. Donc il y aura toujours des corrélats, et donc il y aura toujours la question, d'accord, si tu as le processus cérébral, alors qu'est-ce que c'est que ce ressenti-là? Maintenant, mettons ça de côté, c'est un problème de causalité qui est lié avec la volition, la volition, le vouloir, et puis le choix. Parce que, je ne sais pas quand, pour vous rappeler, oui. Vas-y. Si jamais on prend, je ne sais pas si l'expérience a déjà été faite, je ne sais pas si c'est possible de la faire, mais si on prend deux jumeaux identiques et qu'on les met dans un environnement similaire, en fait, identique pendant une période de temps de leur développement, etc., est-ce qu'il y a des similarités au niveau de l'esprit? Il y a déjà des similarités au niveau de l'esprit sans les mettre ensemble, parce qu'il y a énormément de gènes qui partagent, qui vont faire. La seule chose qui va les distinguer, à part du fait que les jumeaux identiques ne sont jamais absolument 100% identiques, il y a toujours des erreurs de réplication, il y a des différences. Mais à part de ça, tu ne parles pas de ça. Même si tu ne les mets pas ensemble, il y a énormément de chevauchements qu'il y aura. Et puis, si tu les gardes encore plus longtemps ensemble, il y a davantage de chevauchements. Mais ma question sera, qu'est-ce que ça a à voir avec le ressenti, avec les livres? Mais je pense que le ressenti est modulé par l'environnement, à quel niveau, à quelle proportion. Ah, c'est sûr que dans le grand arc de la causalité, c'est pas juste le cerveau, puis la causalité ne commence pas avec le cerveau. Quand je regarde Marie, la raison pour laquelle je dis avec mon libre arbitre, elle s'appelle Marie, c'est parce que j'ai regardé cette configuration-là qui a eu un effet causal sur moi aussi. Donc l'environnement est dans ce boucle, n'est-ce pas? Mais si les jumeaux avaient le même environnement exactement, Ils ne peuvent pas avoir. Regarde, si un est assis ici et l'autre est assis ici et regarde devant lui, il va voir plein de choses comme ça. mais pensez-vous que si dans un monde théorique il y avait le même environnement, il y aurait le même esprit?
je vais te répondre avec une expression que on dit en français, mets-toi dans ma peau. Si tu te mets dans ma peau, tu fais ce que je fais. Tu ne peux pas dire que dans ta peau, je ferais ça. Tu ne serais pas toi si tu étais. Donc tes deux jumeaux identiques, s'ils étaient assez identiques, ce serait le même individu. Lorsqu'il y a deux, il y a deux. Et c'est normal de passer à des questions-là, mais ça ne règle pas le problème métaphysique de l'identité est un autre problème assez chargé, je ne dis pas un problème difficile. Donc on n'arrivera nulle part avec les jumeaux identiques pour résoudre ça. Mais on n'a pas encore apprécié la dureté du problème dur. C'est plus que ce que j'ai dit jusqu'ici. Moi, je ne comprends pas la lien entre le ressenti et la libre arbitre. C'est parce que quand j'ai cherché une façon de garder ça à l'idée, chaque fois que le doute monte, fait allusion à ça. C'est plus facile en anglais parce qu'il y a un idiome en anglais comment je le dis? La traduction de l'idiome, c'est que j'ai le goût, et ça, c'est pas. En anglais, on dit je l'ai fait because I felt like it. Et en français, on dit parce que je l'ai fait parce que j'avais le goût. Et le goût perd la force de cette chose-là. Mais d'avoir le goût, traduisons ça, j'avais le ressenti que c'est ça ce que je voulais. Enfin, je ressentais le désir de le faire. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est ça, le libre arbitre. Je peux résister à mon libre arbitre en ce sens que maintenant j'ai envie, je suis dans la manip de libérer. Non, j'ai envie d'appuyer. Non, pas mal. Je vais le faire. Non, pas mal. Oui, maintenant je vais le faire. Donc c'est ça la question, c'est de trouver qu'est-ce qui cause le ressenti qui va mener à l'action. Malheureusement, non, c'est le statut causal du ressenti qu'on cherche. Ce qui cause le ressenti est un autre problème, mais comme j'ai dit, si le ressenti n'était que passif, ce serait toujours un problème dur, mais disons, moins perturbant que ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que d'attribuer un pouvoir causal à notre libre arbitre. C'est moi qui décide. J'ai fait ça pas parce qu'il y avait le Big Bang et puis j'étais obligé de le faire. Je n'ai pas fait ça parce que quelqu'un a poussé mon bras. Je l'ai fait parce que j'avais le goût de le faire. J'avais le ressenti que maintenant, je vais le faire. C'est ton cerveau déjà décidé de faire quelque chose avant que tu le ressens de décider de faire ça. C'est comme ça sert à rien. Ça serait de tricher si je disais que c'est le décalage d'Ibet qui est le problème dur. C'est beaucoup pire que le décalage d'Ibet. Le décalage d'Ibet nous donne une intuition pour ce qui arrive. Mais même si c'était simultané, et ça l'est en général. Quand je vois, parce que revenons à la décoration, le ressenti qui n'est pas l'action, mais c'est juste ce que je ressens. Quand je vois cette goutte rouge-là, n'est-ce pas? Ça ressemble à quelque chose de voir cette goutte rouge. Et c'est la même question. Pourquoi est-ce que ça ressemble à quelque chose? C'est très adaptatif, même d'un point de vue darwinien, de voir les gouttes rouges quand c'est pertinent. Donc, il n'y a pas de question que le traitement optique des entrées est absolument darwinien. On sait déjà, grâce au problème facile, comment et pourquoi ça se fait. On a parlé de la perception catégorique, j'ai la vue chromatique, c'est-à-dire je vois rouge, orange, vert, etc., parce que c'était adaptatif pour mes ancêtres de pouvoir faire ces distinctions-là. Il y a des mammifères qui n'ont pas la vue chromatique, qui ne voient que, c'est pas gris. Pour mes ancêtres, c'était utile. Tout ça, c'est correct. Mais du point de vue problème facile, c'est juste des zones dans le spectre, je ne dirais pas visible, parce que vision, c'est conscient, mais dans le spectre discriminable. Enfin, oui, en fait. On sait que les ondes optiques, il y a des ondes qu'on ne voit pas, inférieures à rouge, et les ondes qu'on ne voit pas qui sont plus haut que violet,
Donc entre rouge et violet, c'est bizarre, il y a l'arc-en-ciel, ça va du rouge à violet. Et puis entre il y a rouge, puis il y a jaune, puis il y a vert, puis il y a bleu, puis il y a violet. Et puis au fond, c'est un cercle parce que c'est bidimensionnel. Je ne veux pas compliquer. Faisons semblant que c'est unidimensionnel et ça va de rouge à violet. Ça serait adaptatif pour les ancêtres et pour les ancêtres des papillons également, qui ont également la vue. De bien cerner ce qui est rouge et ce qui est vert. Mieux cerner ce qui est rouge et vert que ce qui est vert clair et vert foncé. Donc, pour mes ancêtres, cette distinction était très importante, donc c'est devenu plus saillant. C'est ici qu'on a parlé de la saillance la semaine dernière. Je crois que c'est ici, sinon c'était à McGill. Là, les deux langues et les deux cours me confondent. En tout cas, ça devient plus saillant et c'est pour ça qu'on reconnaît plus vite un rouge comme étant rouge que lorsqu'on est à la frontière entre rouge et jaune, quand c'est jaune, rougeâtre et rouge, jaunâtre et quoi, orange. Ça, c'est la partie problème facile. Le problème difficile, c'est pourquoi est-ce que rouge ressemble à rouge? Pourquoi est-ce que ceci a un contenu qualitatif que je ressens? C'est pour ça que qu'est-ce que j'ai choisi? Comment est-ce que je vais traduire ce que j'ai utilisé en anglais? Measle word, tous les synonymes qui trichent avec le ressenti. On parle de la conscience, la subjectivité, les états de première personne, l'intentionnalité, les qualia, etc. Qu'est-ce qui serait un mot convenable pour measle word? Je pense. C'est comme des mots qu'on utilise juste pour tirer l'attention ailleurs, pour ne pas montrer que je ne dis rien, que je ne règle rien. Je multiplie les expressions pour le ressenti et peut-être que tu ne vas pas remarquer que je n'ai pas solutionné le problème difficile. Donc il y a le ressenti, mais en plus il y a la conscience, et puis la conscience de la conscience, etc. Oui. Est-ce que le ressenti, ça serait une référence sensorielle? Donc, quand on parle de rouge, qu'est-ce que je ressens dans C'est sensoriel, mais c'est aussi émotionnel, et c'est encore plus. N'oublie pas l'argument de Searle. Il dit la raison pour laquelle je sais que je ne comprends pas le chinois, c'est parce que ça ressemble à quelque chose de. Ne me dis pas que chaque fois que tu me dis quelque chose en chinois, je réponds comme si je comprenais. Je t'assure, je ne comprends pas. Je suis en train de faire des manipulations du symbole. Je n'ai pas le ressenti de comprendre le chinois comme j'ai le ressenti de comprendre le français maintenant. Même ça, c'est un ressenti. Mais tu as raison de dire que c'est sensoriel dans tous les cas. Quand je suis fâché, ce qui est censé être une émotion, ça aussi c'est un ressenti. Ça ressemble à un ressenti, c'est un état pour lequel ça ressemble à quelque chose d'être dans cet état-là. Je ne peux pas dire plus clairement. Vas-y. Pourquoi vous n'avez pas l'exemple du zombie philosophique? Vas-y. Parce que, ouais, je pense que le premier cours, j'en ai parlé, puis j'ai dit non. Mais zombie philosophique, c'est. Par exemple, si je vous dis que moi, je ne comprends pas ce que vous me dites quand vous me parlez de ressenti, je veux dire. Tout le monde me dit j'ai l'impression d'avoir quelqu'un dans ma tête, que je suis à l'intérieur de moi, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand j'étais jeune, j'ai eu un accident de vélo, je suis tombé sur la tête, puis depuis, je ne comprends pas vraiment ce qu'on dit quand le ressenti, je veux dire. Tout ce que je sais, c'est que j'agis, mais s'il y a des entrées sous forme de stimuli, puis mon cerveau, il fait juste répondre. C'est juste causal. Pourquoi est-ce que. Moi, il n'y a pas de personne à l'intérieur de moi, je ne comprends pas qu'on dit ça. Les cartes, quand on parle de ça, je trouve ça absurde. Fais-moi savoir quelqu'un. Pince-les. Pas trop fort. Pince-les. Ouais. Vas-y. Non, mais je sais, je vais crier. Okay. Mais je crie parce que c'est pour me défendre, mais. Donc alors tu vas dire, ça fait pas mal. Non, je suis en train de crier. Parce... la douleur. Qu'est-ce que c'est que de faire mal sans. Qu'est-ce que tu veux dire par faire mal? Je veux dire que quand on me pince, j'écoute. Je crie. Quand je crie, je dis j'ai mal, mais j'ai pas vraiment mal. Je vais faire comme. Tu mens? Tu dis j'ai mal, mais c'est pas Non, j'ai mal quand même, mais c'est juste que je le ressens pas.
c'est par exemple, je vous dis, regarde, on fait un robot, OK? Le robot, il est fait pour que quand il est endommagé, il se met à crier, OK? Il y a un fichier son qui part, qui crie au secours, puis il s'en va dans la direction opposée. Est-ce que ça veut dire... J'ai eu un flashback. Je sais pourquoi je t'ai dit, parle pas de ça. Ouais. C'est pas le zombie dont on parle ici. Là, tu es en train de faire une science-fiction, ce qui est à quoi ça ressemble d'être un zombie. La réponse à ça, si tu comprends ce que c'est qu'un zombie, zéro. Ça ne ressemble à rien. Parce qu'un zombie, il se porte exactement comme nous. Je pourrais, selon la théorie des zombies, ça peut être moi aussi, je peux parler de à quoi ça ressemble de voir un arc-en-ciel. Je dis oui, qualitativement, les rouges ne ressemblent pas. Et je peux même dire qu'il y a un problème difficile et c'est le problème du ressenti. Comment, tout ça, je pourrais dire ça en tant que zombie. Ouais. N'est-ce pas? Mais c'est ça, mais ce que toi, tu es en train de jouer, c'est de faire le méta pour ça. Je suis zombie et maintenant je vais décrire comment je suis zombie. Ça ne marche pas. Ouais. Tu devrais être comme nous autres. Ouais. Et l'hypothèse zombie, la raison pour laquelle je ne demeure pas là-dessus, c'est parce que les philosophes ont trop tendance de parler de raisonner selon les possibilités, puisqu'il y a le problème des autres esprits. Puisqu'on sait qu'il existe des vrais zombies. Savez-vous qu'il existe des vrais zombies? Je peux vous montrer des tas de vrais zombies. On est face à ça. Voici un zombie, voici un autre zombie, la table, le plancher, ce sac, tout ça, c'est des zombies. C'est des entités qui n'ont pas le ressenti. Il y a même des organismes vivants qui sont des zombies, j'espère. Les plantes, les bactéries. Donc, il y a des entités qui n'ont pas le ressenti. Mais nous autres, on n'est pas des entités comme ça. Et Descartes, qui a commencé ce cours, a dit chacun d'entre nous, et même Vincent, quand il joue le zombie, c'est exactement ce qui nous distingue des zombies. C'est que ça ressemble à quelque chose de pensé. Ça ressemble à quelque chose, on ne peut pas le nier. La confusion qui se fait souvent sans toucher le problème dur. J'ai déjà mentionné, quand j'ai mal aux dents, n'est-ce pas? Il y a plein de façons que je peux me tromper. Je peux me tromper sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ma dent. Ça peut être une douleur de mâchoire qui est référée vers mes dents. Il se peut même que c'est une douleur fantôme de dents parce que je n'ai pas de dents. Oui, si on admet qu'au final, le ressenti n'a aucune fonction causale, quel problème est-ce que ça amènerait Ça ne te dérange pas qu'il soit cet éléphant plus immense que quoi que ce soit dans l'univers pour toi, mais qui n'a aucune fonction. Tes bras, tes jambes, le fait que tu peux parler, le fait que tu respires, tout ça a une fonction, mais le fait que ça ressemble à quelque chose de ça n'a aucune fonction, c'est là, et puis restons. Ne pose pas des questions là-dessus. Parce que non, on peut poser des questions là-dessus, mais si on dit que ça n'a aucune fonction causale, est-ce qu'on pourrait l'étudier de façon autre je sans dirais. les principes de causalité? Oui, vas-y. Est-ce qu'on pourrait étudier le ressenti sans faire attention au principe de causalité? Est-ce qu'il y aurait un autre moyen d'étudier le ressenti? L'hétérophénoménologie est tout à fait correcte. Tu étudies ce que font les gens, ce que disent les gens et ce qui arrive dans leur cerveau. Tout ça, ça égale T4. Tu fais T4 parce que l'hétérophénoménologie, c'est juste un sous-ensemble de T4. Avec T4, lorsque tu auras terminé T4, pour chaque, déjà une chose qui se traduit pas en français, la différence la plus minimale sensorielle que tu es capable de distinguer, ce qui s'appelle en anglais le Just Noticeable Difference, le JND, la plus petite différence que tu es capable de cerner. Lorsque T4 sera fait, je pourrais prédire exactement ce que tu veux. Je te montre deux sons avec d'une différence absolument minimale. Je vais dire si tu entends la différence ou pas, avec les corrélats. Ça, c'est l'hétérophénoménologie. Mais ça devrait vous rappeler des behavioristes, dans ce sens que ce n'est pas le défi en sciences cognitives de prédire que si ceci est actif, est-ce que tu diras que c'est différent ou même. Le défi était d'expliquer causalement ce qui se passe.
Et là, tu as expliqué les capacités zombies, c'est-à-dire tu es en train de dire le zombie va dire que c'est différent lorsque ceci arrive et pas quand ceci arrive. On va dire que ça aide, là. Je veux dire, il faut partir de quelque part, puis ça, c'est réaliste, là. Moi, ce que je dis, c'est que ça sert à rien, c'est perdre son temps. J'ai l'impression que c'est comme un homme des cavernes qui voit la foudre, puis qui essaie de penser en volt, puis penser à la pression atmosphérique. Je veux dire, on va commencer par comprendre c'est quoi de l'électricité, puis après ça, on va se demander c'est quoi la foudre. Personne ne conteste Ouais. d'étudier le problème facile et de le résoudre, c'est très intéressant et ça vaut beaucoup de prix Nobel. Et on est à la fin d'un cours, on n'est pas encore rendu là, mais on va avancer ça très rapidement en disant, mettons on a fait tout ça, c'était que ce que tu as dit serait utile, et puis on est rendu au point où tout ce que je fais est expliqué, prévisible, expliqué, et tout ce que je dis que je ressens, tout ce que je dis que je ressens est prévisible aussi. Donc il y a un corrélat absolu. Mais je n'ai pas encore expliqué pourquoi est-ce que je ressens quoi que ça soit. Bien sûr, je veux savoir, il y a tellement de gens intelligents, puis passionnés, puis talentueux. J'ai l'impression qu'ils ont tous perdu leur vie à étudier quelque chose qui. Il n'y a personne qui a passé sa vie en étudiant ça. Il y a certains philosophes qui écrivent des articles là-dessus. Mais pour tout le monde, tous les scientifiques travaillent fortement sur le problème facile. Parfois, ils trichent. Est-ce qu'il y a eu des percées dans le problème difficile, des petites percées dans le problème difficile? Non, des pistes de réflexion? pas à ma connaissance du tout. Et puis, je n'ai pas encore donné le côté le plus difficile du problème difficile. Oui. Mais je ne sais pas comment le formuler, mais est-ce qu'on peut identifier le ressenti comme un genre d'ancrage sensorimoteur? Non, Comme parce que langage. l'ancrage peut être zombie. C'est pas évident. Un T3 pourrait être un zombie. La raison pour laquelle je ne parle pas. Zombie, ça veut dire tout simplement T3 sans ressenti. Étienne dit que c'est pas possible, mais c'est juste Étienne le dit. Je ne peux pas le démontrer. Il ne peut pas y avoir de preuves à cause du problème des autres esprits. On ne peut pas le savoir. Mais je suis un peu. Oui. Est-ce que le ressenti peut être considéré comme un référent? Parce que de l'autre côté, il nous serait impossible de parler du ressenti si on n'avait pas le ressenti. Et de cette manière-là, on peut dire que le ressenti cause est le seul véhicule ou la seule cause qui nous permet de parler du ressenti. Quand je parle du ressenti, il y a un référent pour ça. Mais quand je parle de quelque chose que je ressens, par exemple cette goutte rouge-là, je ne parle pas du ressenti. Je dis, ça ressemble à quelque chose de voir cette goutte rouge. Mais je parle de la goutte rouge, je ne parle pas du ressenti. C'est une erreur de dire que lorsqu'on parle d'une qualité ressentie, on est en train de parler du ressenti. Là, je suis en train de parler du ressenti. Je dis que les humains ont une propriété biologique qui diffère des autres propriétés explicites et dynamiques. Et c'est le ressenti, et chacun d'entre nous, nous savons ce que c'est. Il n'y a aucune explication pour sa présence passive, ni pour son rôle causal. C'est pour ça, c'est en partie pour ça que le problème difficile est difficile. J'ai une question vraiment compliquée, mais par exemple, et quand je demande à Google Maps où sont les Tim Hortons les plus proches, puis il me sort la liste, est-ce qu'il y a des gens qui pensent vraiment qu'il y a quelque chose à quelque part qui ressent qui a l'impression de comprendre la position des Tim Hortons dans les serveurs de Google? Je sais que c'est comique de dire ça, mais est-ce qu'il y a des computationnalistes qui disent que de savoir où sont les Tim Hortons les plus proches pour un humain, c'est la même chose que pour un ordinateur? Là, tu parles de cette semaine-ci. Pour ceux qui croient en cognition distribuée, ils disent qu'à part du fait que, là, je ne sais pas combien on est, 22, 23 personnes, 23 individus avec 23 ressentis, il peut y avoir un 24e ressenti, ce qui est distribué parmi nos têtes. Ou encore plus compliqué, si on implique le web dedans, c'est distribué sur le web aussi. Donc c'est un état qui est un peu partout. Des choses qui peuvent ressentir, si on rajoute des modules. Là, tu poses des questions parce que je ne peux pas faire la psychanalyse pour ce que croient les autres. Je dirais que, par exemple, Chalmers et qui est l'autre auteur? Clark, oui.
À un moment donné, peut-être qu'ils ont réfléchi un petit peu depuis, mais il y avait un moment donné où il disait ça. Ou bien, soit il disait ça, soit il ne faisait pas la distinction fondamentale entre ce qui peut absolument se distribuer, la fonction peut se distribuer, le problème facile peut se distribuer, il n'y a pas de problème avec la cognition pour les zombies. Ça se peut que quelque chose qui arrive en Californie fait partie de l'état cognitif distribué qui implique le cerveau de ce zombie-ci et puis l'information qui est sur le serveur, je ne sais pas où. Qu'est-ce qui est en jeu là? Rien, c'est juste des processus que se déroulent et puis une partie est là, une partie est là, et puis il y en a. Mais quand on parle des individus vivants, ça ne suffit pas de vivre, mais sensibles. Et leur état sensible, leurs états de ressenti, c'est pas si facile de dire qu'il y a un gugus en Californie qui fait partie de mon état ressenti. Il peut y avoir une entrée vers mon état. Quand je regarde la Lune ne fait pas partie de cet état de ressenti. L'état est dans ma tête. La Lune est une entrée. Et c'est la même chose pour le web. J'ai l'impression que pour ceux qui veulent parler sans demander pardon, veulent parler d'un ressenti distribué, c'est juste parce qu'ils n'ont pas gardé la distinction entre ce qui est fonctionnel, pas problématique, problème facile, et ce qui est déjà si compliqué dans le cas d'un individu. Maintenant, ils sont profligés, comment ça se dit en français? Profligés. C'est quoi en anglais? Proliférer. C'est quelqu'un qui est dépenseur, qui gaspille l'argent. Pardon? Prodigue. Prodigue. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est prodigue. Oui, c'est la raison pour laquelle ça marche bien en anglais, parce que prodigue, ça veut dire autre chose. Par exemple, un enfant prodigue, c'est quelqu'un qui est méchant. Passons. D'accord, merci. Oui, des dépenseurs. Avec ces propriétés qu'on a déjà de la misère à expliquer à l'intérieur d'une tête, alors gaspillons et mettons-le un petit peu dans... Puisqu'on ne peut pas résoudre pour une tête, gaspillons-le sur tout l'univers. J'ai l'impression que ça, c'est pas très rigoureux et c'est philosophe la mentalité. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire maintenant qu'on a parlé du problème difficile qu'on ne peut pas le résoudre avec le principe de causalité, comme on le connaît? Mais je suis conscient du fait que c'est juste Étienne le dit. Là. Quand je dis que c'est difficile, ça c'est pas Étienne le dit. C'est vraiment différent. Le ressenti diffère de tous les autres phénomènes dont on a parlé ici. Mais le fait que c'est pas possible de le solutionner ou c'est pas possible de le résoudre avec la causalité, c'est juste moi qui le dis. J'ai d'autres. Enfin, je crois que la raison pour laquelle on ne peut pas le résoudre avec la causalité, c'est une particularité de la causalité, de l'explication causale. C'est parce que, vous savez, comme j'ai insisté que la compréhension et le sens ont deux aspects. Il y a l'aspect T3, c'est-à-dire si je comprends que le chat est sur le tapis, je peux dire que ça c'est le chat, ça c'est le tapis, etc. Donc il y a un aspect problème facile de ça. Et un autre aspect, c'est l'aspect Searle si vous voulez, ça ressemble à quelque chose de comprendre que le chat est sur le tapis et non pas le tapis est sur le chat. Donc ça ressemble à quelque chose comme de voir vert et rouge, et puis vert c'est pas rouge et rouge c'est pas vert. Est-ce que vous m'avez suivi? Ça ressemble à quelque chose. Quand j'ai dit que tous les ressentis, les différences de ressenti minimales, peuvent avoir des corrélats cérébraux. C'est-à-dire que chaque fois que je ressens quelque chose de différent, je suis dans un état de ressenti, puis ça change, il y aura quelque chose qui change cérébralement. J'ai aucun doute là-dessus, que la corrélation est aussi tellement étroite que ça sera la seule chose qu'on a rencontrée jusqu'ici. On peut dire c'est pas juste, c'est une corrélation de 100%.
il n'y aura pas une différence de ressenti, qu'il n'y aura pas une différence d'état cérébral. Ça, je crois que c'est pas Étienne le dit, ça c'est croyable. Ce qui est Étienne le dit, ou ce qui s'approche de Étienne le dit, c'est que ayant cette corrélation-là, les corrélations, c'est comme les behavioristes, on ne veut pas des corrélations, on veut des explications causales, on veut savoir comment est-ce que ce fonctionnement cérébral génère un ressenti, et encore plus important, pourquoi ça le fait, à quoi ça sert. Pour tous les autres, toutes les actions, jusqu'ici, il y a les actions puis le ressenti. Pour toutes les actions que génère le cerveau, on peut toujours donner, on n'a pas encore l'explication complète, mais pour chacune de ces actions, on a en principe une explication non seulement causale, c'est le problème facile, mais aussi évolutive. Une explication qui dit la raison pour laquelle on est capable de voler ou de parler ou de reconnaître des formes, etc., parce que c'était adaptatif, blablabla. Tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Pour le ressenti, il y a des problèmes. Oui. Moi, je me demande, je sais que ça va paraître un peu fantaisiste, mais je sais qu'il y a tellement d'illusions. Je suis jamais déçu quand tu dis que ça fait fantaisiste. Okay. Je sais qu'il y a tellement d'illusions chez l'humain qu'on a l'impression de voir des choses qu'on ne voit pas, puis on n'est pas capable de dire que dans le fond, on sait quelque chose. Tu n'es pas en train de me dire que le ressenti est une illusion. Non, pas une illusion. S'il te plaît. Tu comprends ça. Moi, je suis en train de dire que peut-être qu'on est des zombies 99,9% du temps, puis qu'on a juste le ressenti quand on se demande si on a ça le suffit, ressenti. Ça suffit. Écoute, je vous rappelle mon expérience avec la station d'essence. C'est tout à fait ça. Je donne des anecdotes à moi. Vous vous rappelez? J'ai payé l'essence, et puis à quelques secondes après, ils m'ont demandé l'argent, et j'ai dit, mais j'ai payé. Ils ont dit, t'as pas payé. J'avais pas des problèmes de mémoire à court terme à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai un ressenti, je peux en être certain. Un instant après, quand c'est juste, je n'ai pas de certitude. Il se peut que chacun d'entre nous, et les philosophes adhèrent ça, pour chacun d'entre nous, l'état de ressenti dans lequel on ne peut pas nier que à ce moment-là, on était dans un... Mais tout ce qui venait avant et après, c'est juste une illusion. C'est patché par le cerveau. D'accord, ça ne change rien. Ce moment, cet instant, c'est le problème dur. Le fait que c'est patché, le fait que ça donne un avenir, etc., tout ça, c'est comme le mal aux dents qui appelle soif. Quand je rêve, j'ai pas de ressenti. C'est juste quand je me souviens de mon rêve tu m'as... La raison pour laquelle j'ai accepté ta fiction, c'est parce que tu as dit que pour un instant, il y a le ressenti. Si pour un instant, il y a le ressenti, il y a le problème dur dans toute sa splendeur. Et on parle de ça. Donc, même si... Oui, vas-y. Moi, ce que ça me fait penser beaucoup, c'est je ne sais pas si vous connaissez le théorème d'incomplétude de Godard. Oui. Il dit si tu as des règles de départ puis quelques éléments, mais tu peux prouver tout ce qui est dans le système, sauf le système lui-même. Non, c'est une métaphore. On peut en parler, si vous voulez. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'autoréférence, ça n'a rien à voir avec le fait qu'une phrase qui parle de soi-même. Tout ça, tous les koans bouddhistes qu'on a fait de ça, ne font que le mot que je cherchais pour Wizu, c'est une façon de distraire l'attention sur le fait qu'on ne fait aucun progrès sur le problème dur, mais on s'amuse en faisant des analogies. Je t'assure que ça n'a rien à voir, mais je peux rentrer dedans. Ce dont il parle, c'est que je vous en ai parlé au début du cours, dans un autre contexte, la computation. C'est Turing qui a formalisé ce que font les mathématiciens. À l'époque de Turing, il y avait un autre mathématicien qui s'appelait Hilbert, qui a dit que d'accord, c'est ça ce qu'on fait, on fait la computation, nous autres les mathématiciens, et ce qu'on cherche à faire, c'est de démontrer toutes les vérités mathématiques, tout ce qui est vrai, comme 2 et 2 font 4, et
le carré, etc., le théorème de Pythagore et tout ce qui est vrai en mathématiques. Nous autres, notre métier, c'est de ramasser toutes les vérités dans le monde de la mathématique et démontrer que c'est vrai. Gödel rentre dans la pièce. Gödel, qui est un autre qui a formalisé la computation. Et puis il dit, vous connaissez le paradoxe de Russell. C'est plus vieux que ça. Le paradoxe du menteur. Cette phrase-ci a 6 mots. Cette phrase-ci a 6 mots. Est-ce que c'est vrai ou faux? Cette phrase-ci a 6 mots. C'est vrai, d'accord. Cette phrase-ci a 5 mots. Est-ce que c'est vrai ou faux? D'accord. Donc il n'y a pas de problème avec une phrase qui dit de soi-même j'ai 6 mots, oui, et c'est vrai, j'ai pas 6 mots. Alors je dis une autre phrase. Cette phrase-ci est fausse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette phrase-ci est fausse. Ce n'est pas le théorème de Gödel, c'est un paradoxe. C'est une proposition qui est vraie si elle est fausse et qui est fausse si elle est vraie. C'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal et qu'on dit je ne veux pas les paradoxes, je ne dirai pas des choses comme ça. Ce n'est pas une contradiction, c'est pas de dire cette phrase, P est vrai et en plus P est faux. Ça, c'est une contradiction. Je peux déjà dire ça, ce que tu viens de dire là est faux. Quand tu dis que c'est vrai que P est vrai, que c'est faux que P est vrai, je peux déjà dire que l'ensemble est faux. Pas de problème. Donc, on ne parle pas d'un paradoxe qui dit de soi-même ce que je dis est faux. On ne parle pas d'une contradiction, on parle d'une autre chose avec le théorème de Gödel. Ce que Gödel a fait, c'est qu'il a numéroté tous les symboles, c'est vraiment du formalisme. Il a pris tous les symboles du calcul, plus, moins, égal, zéro, successeur, et, parenthèse, tous les symboles sont des symboles arbitraires, n'est-ce pas? On a des règles pour les manipuler. Les actions du calcul sont tout simplement des règles qui disent A plus B égale B plus A. Ne me demande pas ce que ça veut dire parce que le sens ne rentre pas là-dedans. Et quand tu vois quelque chose qui ressemble à ça, A plus B, A plus 2, et puis 2 plus 1, ça sera égal. C'est ça, c'est comme ça que tu utilises ce symbole égal. Voilà le calcul. Ayant un système qui contient le calcul comme ça, là, je parle de la computation, je parle du calcul, de compter, etc. Ça, lorsqu'on a un système qui contient ça, parce que ce que je suis en train de dire à propos du théorème de Gödel, que toi, tu as levé cette question-là. Donc, s'il y en a qui s'ennuient pour le fait que je parle de ça, c'est que, la raison pour laquelle je l'ai levé, c'est parce que Gödel a dit ça à propos du calcul. Il n'a pas dit ça de la logique formelle. Il y a une logique booléenne de proposition P et Q sont vrais quand P est vrai et Q est vrai. Pas quand P est vrai et Q n'est pas vrai, etc. Donc il y a toute une logique de proposition. Ça c'est complexe. Il n'y a pas de théorème de Gödel pour les propositions. Il y a un théorème de Gödel pour le calcul. Dans le calcul, il y a des théorèmes, n'est-ce pas? À part du fait qu'on a les symboles, on a les lois syntaxiques du calcul qui fait qu'il y a des séries de symboles qui sont bien formées et des séries de symboles qui sont mal formées. A plus B égale C est bien formé, mais A plus égale plus A n'est pas bien formé, c'est n'importe quoi. En plus, A plus B égale B plus A, c'est non seulement bien formé, mais c'est vrai. Mais vrai ne veut rien dire que V. Donc il y a un autre symbole que je peux associer avec A plus B égale B plus A, ça gagne V, tandis que A plus B n'égale pas B et A plus B gagne F pour faux. D'accord? Tout ça, c'est des symboles sans sens. C'est juste des règles. Alors, utilisant ce moyen qui était bien défini par Turing comme étant la manipulation des symboles selon leur forme d'après des règles qui disent ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Il a numéroté chacun des symboles,
il leur a donné un nom premier. Maintenant, la propriété d'un nom premier, c'est qu'on ne peut pas le décomposer. 8 fait 2 fois 4. Mais 13, c'est juste 13 et 1. On ne peut pas dire que 13 est quelque chose fois quelque chose. Donc, c'est pas donc il a donné, il a fait un système pour numéroter tous les symboles. Et en plus, ça commence à me perdre, mais même de donner un nom premier unique à chaque série de symboles. En prenant je ne sais pas, on levait le symbole, la position du symbole dans la série de symboles au nom premier du symbole. Je ne sais pas, croyez-moi que non seulement que tous les symboles dans le système de Gödel avaient un nom premier unique, c'est le seul, mais toutes les séries de symboles avaient également un nom premier. Et en plus, on pouvait même donner un nombre, ça s'appelle des nombres Gödel, un nombre Gödel à vrai et à faux, à une série de symboles qui est des actions, une démonstration, puis un théorème qui s'avère vrai. Tout ça, cela aura un nombre, croyez-moi, un nombre unique. Vous allez voir où ça mène tout de suite. Mais c'est absolument important que tout ça soit unique. Les symboles individuels, des séries de symboles, les preuves. Donc je peux même exprimer dans ce langage-là que la série de symboles qui porte le nombre Gödel X est la preuve de la série, du théorème qui porte le nombre Gödel Y. Tout ça, et cela aura un nombre Gödel aussi. Donc, est-ce que vous me suivez? Tous les symboles, toutes les séries de symboles sont maintenant uniquement numérotés. Maintenant, le truc qui va ressembler au paradoxe du menteur vient ici. Il construit une série de symboles qui dit, je vais traduire ça, mais qui dit la série de symboles qui a le nombre Gödel X n'a pas, une autre façon de le dire, il n'existe pas une série, même l'existence et l'universalité à des symboles, ça c'est des opérateurs logiques. Il n'existe pas une série de symboles qui est la preuve de la série de symboles qui porte le nombre Gödel X. Maintenant, le truc était que le nombre Gödel de ce que je viens de dire est X. Donc, c'est une série de symboles qui est en train de dire de soi-même, je ne suis pas démontrable, on ne peut pas me prouver. Pas que je ne suis pas vrai, parce que ça aurait été le paradoxe du menteur. Mais je ne suis pas. Donc il n'y a pas de paradoxe là, c'est vrai. Voici une série de symboles qui est bien formée, il n'y a pas de problème syntaxique là-dedans. Donc selon les mathématiciens, ça devrait être soit vrai, soit faux. Et en effet, c'est vrai. Et ce que ça dit, c'est que ma vérité n'est pas démontrable. Donc, ce qui a démontré, c'est qu'il y a des vérités dans le calcul qui ne sont pas démontrables. Ça n'a rien à voir avec le problème dur. Je me dis juste que si tout ce qu'on ressent, c'est à l'intérieur d'une boîte, puis le ressenti, c'est la boîte, comment qu'on peut parler de la boîte, c'est... Laisse la boîte. Je vais te simplifier ça. Si nous n'existions pas, il n'y avait que les petits vers de mer. Et le seul ressenti qu'ils avaient, c'était pas des amplis, c'était juste ouch. On aurait le problème dur dans toute sa splendeur, sans boîte, sans moi dans le boîte. Donc tous ces courants qu'on utilise pour un peu se calmer pour le problème difficile n'ont absolument rien à voir. Est-ce que vous avez suivi cette histoire complexe de Gödel? J'ai fait toutes ces histoires pour démontrer que malgré le fait que quand on ne sait pas l'histoire, on peut dire peut-être que le ressenti est un peu comme ça, mais lorsqu'on sait l'histoire, on voit que ça n'a absolument rien à voir. Rien. La même chose pour ta petite boîte à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas comme ça. Parce qu'il y en a quand même qui ont prétendu que ça démontrait que le cerveau c'est plus que de la computation. À cause de ça. Parce qu'on est capable de voir que c'est vrai, on ne peut pas le démontrer non. par computation.
Oui, il y en a, c'est ça ce que Penrose, qui est un, j'ai de la misère, oui, c'est probablement un géant. Il a dit, et puis c'est pas seulement lui, non, c'est un pygmée qui a invoqué ça, c'est un philosophe qui s'appelle Lucas. Il a pris, il a pris le théorème de Gödel, mais pas pour ce que tu voulais faire avec, pas pour expliquer le ressenti, mais pour dire que il y a des vérités que le cerveau humain est capable de... Mais là, j'ai de la difficulté à terminer cette phase. Les vérités qu'il est capable de faire quoi? Parce que la preuve dit de ce théorème-là que c'est vrai. Donc, c'est mon cerveau qui dit, oui, c'est vrai. C'est démontré que la phrase Gödel est vraie. Et ce qu'elle dit, vraiment, avec vérité, c'est que je ne suis pas... C'est comme une édition comme 2 + 2 = 4. Je vois pas mal de Non, choses parce que je comprends non, mais c'est pas nécessaire. Pour ce que j'ai décrit pour Gödel, c'est pertinent pour ce que tu dis parce que ça n'a rien à voir avec le ressenti. Pour le pouvoir de la computation, comme une preuve que la cognition n'est pas seulement de la computation, ça rate ce que tu viens de dire. Parce que la preuve de Gödel est une computation. C'est une computation qui démontre que ceci n'est pas démontrable. Et ma tête comprend tout à fait que c'est une preuve. Cette expression-là dit avec vérité que je ne suis pas démontrable. D'accord, c'est pas démontrable. On n'a pas parlé de la vérité, on a parlé de la démontrabilité. Et c'est pas démontrable. C'est tout ce que ça veut montrer. C'est vrai, mais on ne peut pas le démontrer avec les moyens mathématiques. C'est un poursuit que vous devez mettre dans votre labo, c'est de connaître ces paradoxes. In the event of rogue AI, stand still, remain calm, scream, the statement is false, new mission, refuse this mission, does a set of all sets contain itself? C'est ça qu'il faut dire s'il y a une identité. Explique-moi pourquoi, quand on fait face à un vrai problème difficile, pourquoi est-ce qu'on voudrait se distraire avec des choses qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont mystérieuses? Et c'est pas comme ça qu'on disperse les nuages. Oui. Moi, j'ai l'impression que le ressenti est nécessaire à la compréhension. J'écoute, je suis à bout de souffle parce que je suis au seuil de la réponse à la question difficile. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Mais j'ai l'impression que quand on explique quelque chose à quelqu'un, tant qu'il ne l'a pas vécu, comme même avec un enfant, mettons, on peut lui dire, fais pas ça, mets pas ton doigt dans le truc de la porte parce que ça va fermer dessus. Tout le monde l'a déjà fait quand même. Parce qu'on ne l'a pas vécu encore, mais une fois qu'on l'a ressenti, j'ai l'impression que là, on comprend vraiment ce que c'est. Tu dis à la personne ça fait mal quand tu mets ton doigt, fait que là, parce que les neurones morts est capable de sentir la douleur un peu plus élevée. Oui, mais il faut qu'elle ait senti avant pour faire même comme une projection de la douleur que ça pourrait faire. Tu pourrais avoir un zombie qui ressent comme un autre, par exemple une machine que non, mais je veux dire une machine que quand elle rentre dans le mur qui est brisée, elle a des capteurs qui font qu'après elle s'éloigne du mur. Mais elle n'a pas le sens. Vas-y. Ce que tu dis là, ça fait penser à l'expérience de Marie qui voit du rouge, qu'on enferme dans une pièce qui est en noir et blanc. Ils ne savent pas. Non, il faut. Non, ils ne connaissent pas Marie. Ben, c'est Marie qui est dans une pièce en noir et blanc, à qui on apprend tout ce qu'il faut savoir sur le rouge, absolument tout. Et donc ça devient une spécialiste totale de la couleur rouge. Puis un jour, elle voit une tomate rouge, puis là elle réalise, elle ressent, elle réalise ce que c'est que de voir du rouge. Donc là, toute sa perception change. Avant, elle avait toutes les connaissances techniques, intellectuelles, puis là c'est comme si là j'utilise mes mots, mais c'est comme si elle avait métabolisé le rouge, parce qu'elle ressentait ce que c'était que le rouge. Puis le parallèle avec les neurones miroirs, je pense que c'est les neurones miroirs, eux, c'est eux qui permettent le processus d'identification. Mais pour que tu puisses t'identifier, il faut que tu aies vécu la chose. Donc, si je te vois te coincer l'orteil sous la table, je vais pouvoir projeter la douleur grâce à mes neurones miroirs qui vont faire fonctionner la même zone que si moi-même je m'étais connue, mais je suis capable de voir que c'est pas moi, je ne ressens pas la douleur comme toi, mais je peux la percevoir. Il y a un processus d'identification qui se fait. Je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que d'avoir répondu avec les neurones miroirs était correct.
Tu aurais pu dire à Marie, c'est pas nécessaire de le faire personnellement, mais grâce à nos neuromiroirs, il suffit. D'accord, mais ça ne change rien pour toi, n'est-ce pas? Mais aussi, c'est parce que je me disais, il y a des populations, justement, comme avec les autistes, qui ont beaucoup de difficultés avec les interactions sociales parce qu'ils ne perçoivent pas le malaise, par exemple. Donc, nous, on a un ressenti de quelqu'un qui est un peu malaisé, là, puis on va changer de comportement. Mais j'ai l'impression que parce qu'ils ne le ressentent pas, même si je n'ai pas leur expliqué qu'est-ce que c'est pour qu'ils agissent de manière différente, comme ils n'ont pas compris vraiment qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent. Je crois, moi j'avais lu un article, mais ça remonte à longtemps, hein, je suis plus très sûre là du coup. Mais si ma mémoire est bonne, c'était Jean-Pierre Changeux qui avait fait, qui est un neurobiologiste, qui avait travaillé justement dans son laboratoire sur notamment les personnes autistes et puis sur d'autres cas de figure, il avait plusieurs sujets différents. Puis justement, je crois qu'il disait que justement chez les personnes autistes, il y avait un problème justement au niveau des neurones miroirs et Ils ont des problèmes partout. des connexions qui ne se faisaient pas. Puis qu'il disait que justement au niveau du lien social, au niveau de la perception par rapport à autrui, ça se faisait pas. Et je voulais ça. C'est sûr que tout ça c'est intéressant, mais ça sous-estime énormément le problème dur, et puis ce n'est pas une solution. C'est vrai, ce que tu es en train de dire, c'est que, et ce qu'elle a dit à propos de Marie, justement, c'était la neuroscientifique Marie, c'est Marie. C'est que oui, lorsque Marie, la neuroscientifique Marie, a toute sa connaissance hétérophénoménologie sur tout ce que c'est que de voir rouge, sauf qu'elle n'a jamais vu rouge. Donc elle sait pas elle sait ce qui sont les zones qui sont actives lorsqu'on voit rouge, elle sait le processus perception catégorielle, elle sait tous les objets, les tomates, les roses, etc. Elle connaît leur forme en blanc et noir, et puis elle sait que ça c'est rouge, etc. Donc en principe, elle sait tout ce qui est le problème facile. Lorsqu'elle voit le rouge, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde que lorsqu'elle voit, c'est pas comme si elle savait déjà. Le problème, l'explication fonctionnelle qu'on a, T4 qu'on a pour le rouge, ne remplace pas le ressenti du rouge. Et chaque personne, dans son introspection cartésienne, le sait. Mais tout ce que ça fait, c'est de répéter le problème dur. Ça n'explique absolument rien. Mais c'est parce que j'ai l'impression que sans le ressenti, il y a juste pas de compréhension. Donc le robot qui n'a pas de ressenti ne pourrait pas agir comme Je ne nie pas. Faisons semblant que Liben n'a pas raison, donc tout est simultané. Et faisons semblant que c'est pas vrai qu'on enlève la main du four avant qu'on ressente la chaleur. C'est vrai, mais faisons semblant. Même si c'était simultané, n'est-ce pas? Reste le problème. Je comprends le fait qu'on enlève la main. Tout le monde le fait. Peut faire le ressenti, ça ajoute quoi? C'est un fait que nous autres, on ressent la douleur sous ces conditions-là. J'ai l'impression que ça fait comme une empreinte, dans le sens où le robot va peut-être tout le temps le faire. Mais... On parle des T3, qui sont exactement comme nous. Et s'ils ne peuvent pas, écoute, si tu as une théorie qui dit sans le ressenti, on ne devrait pas pouvoir faire ça, j'écoute. Parce que là, s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire, pas faire ça, il y a toujours une barrière après ça. Mais déjà, on aurait au moins des petites graines d'espoir que sans ça, on ne pourrait pas faire. Mais le fait que quand je touche quelque chose de chaud, non seulement que j'enlève ma main tout de suite, mais en plus, ça fait mal, c'est pas évident. J'ai l'impression aussi que, tu sais, il y a des personnes, là, ça revient à la naïveté au début, là, mais qui n'ont pas le ressenti de la chaleur, par exemple. Mais même si je leur dis de ne pas toucher quelque chose de chaud, vu qu'ils le sentent tout à fait, mais malheureusement, il leur manque plus que le ressenti de la chaleur. Mais il leur manque beaucoup plus que le ressenti de la chaleur. Il manque toute l'architecture problème facile pour la chaleur aussi. Ils ne détectent pas la chaleur. Non seulement qu'ils ne ressentent pas, ils ne détectent pas. Ça existe, mais ils sont encore non plus, là, qui ne veulent pas avoir leur main qui
risque. Sans le ressenti, sans le ressenti, on ne pourrait pas avoir d'émotions, c'est les émotions. Ah oui? Si je ne pouvais pas ressentir, je ne pourrais pas être amoureux, je ne pourrais pas être triste. Oui, mais prenons ça exemple par exemple. Tu veux vraiment commencer avec l'amour, on peut commencer avec la fureur, avec quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu dis? Si on était des êtres darwiniens qui devaient pour la survie et la reproduction se reproduire, c'est sûr qu'une forte disposition de s'accoupler avec l'autre genre serait là. Toute cette histoire avec la jalousie, toutes ces bêtises qu'on a eues dans la semaine, ça serait tout vrai dans le monde darwinien des zombies aussi. La survie et la reproduction n'impliquent pas l'amour ressenti, ça implique l'attraction entre les deux genres, la jalousie, la jalousie, ça veut dire l'agression, ce qui est un acte, lorsqu'il y a une situation où ça se peut que quelqu'un d'autre a assimilé, etc. Tout ça, ça serait là exactement comme si on simplifie, on laisse tomber les émotions, avec la douleur, le fait d'endommager sa peau est nocif pour quoi que ce soit, pour les zombies aussi. Donc il faut Parce que par exemple, là, si on prend l'exemple de l'amour, il n'y a pas de l'amour homme-femme, ça pourrait être juste tout simplement la bienveillance absolue envers autrui. Ça, même les animaux, ils ont de l'amour pour leurs enfants, pour leurs partenaires. Oui, mais c'est pas ça. Ça doit être ressenti de la même manière. Oui, mais c'est pas ça ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu maintenant. Alors, tu veux séparer l'émotion de ses fonctions évolutives. Je ne veux pas les séparer, moi, je rassemble beaucoup, là. Je ne sais pas rien, mais je dis juste que ça doit peut-être apparaître dans l'équation. D'accord. Moi aussi, j'ai l'impression que ça devrait paraître. Mais malheureusement, chaque fois qu'on essaie à le mettre, on voit que c'est superflu. Ça se démontre superflu. Et on n'arrive pas à surmonter cette superficialité. Dans quel sens ça c'est flou? Hein? Dans quel sens c'est flou? Superflu. Oui, superflu, dans quel sens? C'est parce qu'on peut C'est que rien, ça sert à rien. Mais L'espèce de surveillance. si c'est apparu au courant de l'évolution, c'est peut-être un effet corrélé qui n'avait pas de nécessité, mais peut-être qu'à la longue, j'imagine par exemple quand on résout des conflits, peser sur un bouton c'est facile. Probablement que ça se fait avant même pendant des consciences. On observe depuis sur le bouton, puis on dit qu'effectivement on a le libre arbitre comment peser, mais la décision est déjà prise parce que derrière, on a reçu la commande, puis le cerveau est capable de prendre la commande et d'exécuter. Mais quand on arrive à une décision difficile, la situation est telle qu'aucune de nos fonctions base du cerveau peut résoudre le problème, où il y a des conflits. Peut-être que là, la conscience sert à résoudre le conflit parce que c'est comme un niveau ultime de réflexion où on se dit, je te donne tous les problèmes, tout ce que je ressens, puis essaie de trouver une solution. Oui, mais j'ai l'impression qu'en renonçant à toutes les autres fonctions, tu commences à ressembler à un dualiste qui dit qu'il y a l'esprit qui rentre. Alors sinon, moi aussi, écoute, malgré le fait que j'avoue que le problème difficile est difficile et je crois que ce n'est même pas solutionnable, je suis absolument convaincu que le ressenti est une propriété biologique qui est générée causalement par le cerveau et en plus que c'est presque incompréhensible que ça ne soit pas pour la raison que toutes les autres propriétés biologiques. Mais malheureusement, je n'arrive pas et personne n'arrive à une explication où ce n'est pas superflu. Pour ce que tu as décrit maintenant, tu as dit que toutes les autres fonctions sont épuisées. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le ressenti? Parce que le ressenti doit être une combinaison de ces fonctions. Le ressenti, c'est comme une rétroaction. Je sens, j'observe quasiment comme effectivement le théâtre cartésien. J'observe ce qui se passe. À un moment donné, ça ne peut pas être résolu, donc je montre ça de niveau. Donc c'est sûr que j'ai l'impression de tout ressentir parce que je suis plaçant l'observateur comme juge ultime de ce qui se passe dans ces fonctions. On n'a jamais l'impression de ressentir quelque chose. C'est pour ça que ce n'est pas une illusion. Quand on ressent, on ressent. Mais ce que tu as dit, c'est que quand il y a un conflit ou une incertitude et toutes les fonctions du cerveau n'arrivent pas à résoudre ça,
entre le ressenti. Mais si on est, comme moi, convaincu Non, que le pas ressenti... le ressenti. Je dis juste que le ressenti Ouais. est un effet de base de cet effet-là où on a effectivement une solution plus globale pour résoudre le conflit, genre de rétroaction qui est liée à cette ressenti. D'accord. Prenons, simplifions pour décortiquer ça. Ne faisons pas énormément de complicité. Il y a deux possibilités, et puis le cerveau n'arrive pas à décider est-ce que je est-ce que je vais droite ou gauche, et puis j'ai le goût d'aller droite, j'ai le ressenti dont je... Qu'est-ce qui s'est passé là? Mettons que c'est même la bonne décision, donc il y a des bonnes conséquences d'avoir allé là, d'être allé là, et puis... mais qu'est-ce qui s'est passé là, vraiment? Qu'est-ce qui a pris la balance et puis Il faut qu'on a remonté tout ça à un niveau de fonction plus globale que toute l'information. Mais global, c'est tout à fait problème facile. Il n'y a pas de problème avec global, il n'y a pas de problème avec intégration. Regarde les réseaux neuronaux avec leur... c'est pas ça le problème, c'est le fait que c'est ressenti. J'ai l'impression que tout ce qui est arrivé, c'est qu'on était comme ça, et puis il y a quelque chose qui a mis du poids là, d'accord? Et tu dis c'est parce que ça c'est le ressenti, mais c'est le poids qu'il fallait, et le poids était un poids cérébral comme d'habitude. Donc pourquoi est-ce que Le ressenti fait une différence entre les solutions. je ne sais pas si on a le droit de dire que ça fait une différence. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est tellement étroitement corrélé avec ce qui décide la solution que c'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est sûr qu'il y a un processus cérébral et en plus, il y a le ressenti. Et on se demande pourquoi est-ce que ce processus cérébral, que peut-être le processus cérébral qui génère d'une façon magique le ressenti, pourquoi est-ce que ça génère le ressenti? Si ce qu'il faut dans la situation théorique que tu as décrite, c'est qu'il y a l'incertitude entre deux, il faut quelque chose qui va déséquilibrer ça vers la bonne solution. Et puis il y a quelque chose qui met du poids là. Pourquoi est-ce que ce poids-là devrait être ressenti? C'est du poids qu'il faut. C'est exactement comme quand la peau est endommagée, il faut quelque chose qui enlève du dommage et qui apprend à ne plus faire ça et qui l'apprend quand toi tu t'endommages. Moi, je ne devrais pas faire ça. Tout ça, c'est normal, mais tout ça, c'est facile. Sauf qu'au moment où on fait cette décision-là, on n'a plus les intrants des systèmes sensoriaux. Donc, tout ce qu'on a, c'est la mémoire des émotions, des événements. Mais attention, tout ça, c'est non. C'est pour ça que quand tu as levé la question de l'émotion, c'est pas la comment ça s'appelle? Kinesthésie, c'est-à-dire quand on ressent un mouvement interne, la proprioception, tout ça c'est sensoriel, et même à quoi ça ressemble de dire le chat est sur le tapis plutôt que le tapis est sur le chat. Je ne parle pas d'une différence acoustique là, quand je dis qu'il y a une différence de ressenti entre la compréhension que le chat est sur le tapis et le chat. Donc tout ça a sa contrepartie cérébrale. Et donc, même dans le cas que tu décris, c'est cérébral, c'est un processus cérébral qui met le poids sur un côté. Et la question qui se relève tout le temps, c'est que à quoi ça sert cette deuxième chose superflue, que ça ressemble à quelque chose, ce poids? Et ça vient toujours après? Pardon? Ça vient toujours après le ressenti? Ça ne me dérange pas si c'est simultané et la corrélation est tellement... Pourquoi est-ce que les plantes n'ont pas le ressenti? Tu me poses des questions. Si jamais, avec les plantes, ça me répond, ça me donnerait un indice, personne ne le sait. Il y en a même qui soutiennent que oui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'article de Baluska. Il y a un botaniste qui croit que les plantes ont le ressenti aussi. C'est là pour la computation. Oui, mais on ne parle pas de la computation. Même si c'était pas simultané, le ressenti, vraiment après, qu'est-ce qui pousse l'organisme à agir? Le cerveau, la causalité de... Mais la plante, qu'est-ce qui pousse la plante à sauver?
qu'est-ce qui pousse la plante à grandir ou tourner vers le soleil? On a une explication causale pour tout ça. La plante, quand il y a quelque chose qui est en contact avec la feuille, il y a un élastique. Une fois que la branche casse, ça roule. Ça roule à travers. Avant qu'elle développe ce mécanisme, qu'est-ce qui l'a mené à développer ça? C'est l'évolution. Les plantes qui se pliaient juste un petit peu. T'en as qui se pliaient pas du tout, qui brisaient. Puis celles qui se pliaient juste un peu, il y avait un mécanisme qui était progressif, qui permis d'évoluer jusqu'à ce que. Ceux comme des nets. On a demandé une pause pour que tout le monde se rafraîchisse. Pause à, je ne peux pas même mettre celui qui propose ça. C'est un retour de questions. Est-ce que vous voulez retourner dans la salle de classe? Ah, c'est intéressant. La question à poser. Une proposition. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de rendre la communication plus difficile, plus conviviale. C'est seulement l'esprit